Alors, sans plus tarder, je veux vous présenter à nouveau, mais un peu plus en détail, le porte-parole de l'événement d'aujourd'hui qui est, monsieur Breton, président et directeur général de Mobilité électrique Canada. Donc c'est une des plus anciennes associations consacrées à l'électrification des transports dans le monde. Ancien ministre de l'Environnement, du Développement durable, de la faune et des parcs du Québec, il a été le premier élu responsable d'une stratégie gouvernementale d'électrification des transports au Canada en 2012. Il est diplômé en gestion durable du carbone et a écrit plusieurs livres sur le sujet de l'électrification des transports, des changements climatiques, de la pollution atmosphérique et de la transition énergétique depuis 2009. Alors écoutons maintenant Monsieur Breton nous entretenir au sujet du déploiement de l'électrification des transports du national au régional. C'est à vous. Oui, merci beaucoup, Aline. Est-ce que je peux partager ma Oui, présentation maintenant? merci. Et voilà, ça fonctionne? Oui, il y a juste à le mettre en mode diaporama. Parfait. Ben, écoutez, je ne me représenterai pas parce qu'Aline Berthe l'a fait, c'était parfait, mais il y a une chose qu'elle a oublié d'ajouter, c'est que je suis aussi un nouveau résident de Lanaudière. Je demeure à Saint-Ignace de Loyola, sur le bord du fleuve Saint-Laurent, un magnifique fleuve. Et je dois avouer que comme résident de Lanaudière, je suis extrêmement fier d'être porte-parole. Je suis heureux d'être porte-parole de l'événement La mobilité durable. Ça me branche d'autant plus que je parle de mobilité durable, d'électrification des transports depuis une vingtaine d'années déjà. Et j'aimerais ça qu'on revienne un peu à la base. Donc, je vais faire une présentation parce qu'on dit mobilité durable. Dans le fond, pourquoi fait-on ça? Il y a toutes sortes de raisons. Il y a des raisons écologiques, il y a des raisons de santé, il y a des raisons économiques. Donc, je vais commencer par refaire le portrait des raisons pour lesquelles on va parler de mobilité durable. D'abord, on va parler de changement climatique. Beaucoup de gens parlent de changement climatique. On dit, bon, ben, vous savez, le climat se réchauffe, ça va avoir des impacts. La réalité, c'est exactement ça. Puis, c'est pas quelque chose dans l'avenir, c'est quelque chose qu'on voit présentement. On voit de plus en plus d'événements climatiques extrêmes, que ce soit d'une augmentation des feux de forêt, comme on a vu en Australie. Peut-être que les gens ne s'en souviennent plus, mais au début de l'année 2020, les gens ne parlaient pas de la pandémie, ils parlaient des feux de forêt historiques en Australie. Des inondations, dont certaines inondations qui ont été dévastatrices, aussi bien en Montérégie qu'on a vu dans la Naudière ou en Mauricie. Recul des glaciers, des sécheresses. Bref, les effets des changements climatiques se font déjà sentir dans le monde entier avec des conséquences de plus en plus graves. Et moi-même, qui suis allé en 2009 au Bangladesh, qui était le pays le plus affecté par les changements climatiques sur la planète, je peux vous dire que l'impact, ces gens-là le vivent au quotidien. J'ai été estomaqué de découvrir à quel point les Bengalis étaient très familiers avec le dossier des changements climatiques, qui fait en sorte qu'il y a des communautés entières qui sont englouties sous l'eau, qui forcent les gens à déménager, ce qu'on appelle des réfugiés climatiques. Donc, il est donc urgent d'adopter des mesures ambitieuses pour que les générations futures puissent mener une vie prospère et saine. On regarde les objectifs gouvernementaux en Euh, matière de volonté de diminuer les Monsieur, émissions. Monsieur Breton, Oui. Monsieur Breton, je vais juste vous inviter à le mettre en diaporama. On va mieux voir vos diapositives. Ah, OK. Ici, oui. Est-ce que vous voyez comme ça? Ça, c'est C'est mieux? parfait. Merci. Parfait. Bon. Donc, le Québec et le Canada visent des baisses prospectives de leurs émissions de GES de 35. Et pour ce qui est du Canada, on parle d'au moins 30 On va avoir un objectif plus précis d'ici quelques mois, en 2030 par rapport à 2005, ce qui équivaut, dans le fond, pour le Canada, à moins 15 en 2030 par rapport à 1990. Au Québec, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 6 entre 1990 et 2018. Fait à noter, pour 2017-2018, plutôt que de diminuer, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté. Donc, le Québec est à peu près à 30 de son but d'ici 9 ans. Donc, il est important de comprendre qu'entre 90 et 2018, il s'est passé quand même 28 ans. En 28 ans, on a diminué de 6 puis là, on veut diminuer de 30 en 9 ans. Donc, ça veut dire que la commande est très, très, très ambitieuse. Du côté du Canada, les émissions de gaz à effet de serre entre 90 et 2018 ont augmenté de presque 21 20,9 et sont actuellement au même niveau qu'en 2005. Et le Canada est donc lui aussi à peu près à 30 de son but en 9 ans.
Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Mais là où le travail est le plus important, en fait, c'est en transport. C'est-à-dire que quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre du Québec, selon le rapport de 2018, 44,8 des émissions de gaz à effet de serre totales du Québec sont en transport. C'est la source numéro 1 de gaz à effet de serre du Québec. Et au Canada, c'est 25 des émissions totales de GES du Canada. Avec le gaz et le pétrole, tout le monde parle du fameux gaz et le pétrole, des sables bitumineux. En fait, le gaz et le pétrole est à 26 Sauf que comme les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports augmentent plus vite que celui du gaz et du pétrole depuis quelques années, on s'attend à ce que d'ici 1 an ou 2, la source numéro 1 d'émissions de gaz à effet de serre au Canada soit le secteur des transports. Pour vous donner une idée à quel point les choses ne se passent pas si bien que ça en transport, en fait, les GES en transport ont augmenté de 33,3 au Québec entre 1990 et 2018 et 53 au Canada. Beaucoup de gens ont tendance à confondre le fait qu'on va parler de transport, mais évidemment, ça inclut les avions, les bateaux, les trains, etc. Mais dans la réalité, c'est que les transports routiers, qui comprennent transport par automobile, camions légers, véhicules lourds et motocyclettes, ont représenté 79,6 des émissions de gaz à effet de serre en transport au Québec en 2018 et près de 90 des émissions de gaz à effet de serre en transport au Canada. Donc, le principal problème vient du secteur de transport routier. Entre 1990 et 2018, les émissions de GES des transports routiers ont augmenté de 58,6 au Québec et d'environ 60 au Canada. Et là, on va aller au cœur du problème. Entre 1990 et 2018, les émissions de gaz à effet de serre des voitures, on va faire la différence entre les voitures et les camions légers, ont diminué de 15 au Québec et 17 au Canada. Pourquoi? Fort simple. D'abord, les voitures sont de plus en plus énergétiquement efficaces, donc elles émettent moins de gaz à effet de serre parce qu'elles consomment moins, mais aussi parce que les gens achètent de moins en moins de voitures. C'est-à-dire que les gens passent beaucoup de voitures à des VUS, des camions légers, des multisegments, des minivans, ce qui fait en sorte que les GES des camions légers ont augmenté de 146,8 au Québec et 150,4 au Canada. Donc, ça, c'est un gigantesque problème, cette espèce de mode de l'adoption de camions légers. Des fois, je dis en blague qu'on est un peu une génération de camionneurs parce qu'il semblerait que les voitures ne suffisent plus, ce qui, à mon avis, est plus un effet de mode qu'une réalité ou un besoin concret dans la vie. Autre problème, l'auto-solo. Il y a une étude qui a été publiée il y a 2 ans qui déterminait qu'à chaque matin à l'heure de pointe, il y a 25 millions de sièges vides dans les voitures et camions légers au Québec à l'heure de pointe. Donc, autrement dit, l'auto-solo est extrêmement répandu. On parle, par exemple, pour se rendre à l'heure de pointe à Montréal le matin, il y a entre 1,1 et 1,2 personnes à bord des voitures ou des camions légers. Donc, autrement dit, on se retrouve avec beaucoup d'espace libre, beaucoup d'inefficacité énergétique, beaucoup de changements climatiques, beaucoup de gaz à effet de serre qui sont tout simplement là parce qu'il n'y a pas de covoiturage ou très peu de covoiturage. Donc, c'est pour ça que je trouve tellement intéressante l'initiative qui est faite par les CRE, qui est soutenue par le gouvernement du Québec, de favoriser le covoiturage, l'autopartage, le télétravail, le transport actif, le transport collectif, parce que on n'y arrivera pas. C'est impossible de croire que même juste avec l'électrification des transports ou avec le transport collectif, on va y arriver. C'est une panoplie, c'est un portefeuille de solutions qui vont faire en sorte qu'on va devenir de plus en plus énergétiquement efficace pour diminuer et la congestion et les gaz à effet de serre. Bref, il faut essayer de nous défaire de nos habitudes nord-américaines, de se promener avec de grosses voitures, think big, comme dirait Elvis Gratton, là. Je veux dire, il faut tendre à diminuer notre utilisation de nos véhicules et tendre vers des plus petits véhicules et faire du covoiturage. Pour vous donner une idée à quel point la solution est, c'est-à-dire la situation est problématique, le Canada, selon une étude publiée en 2019 par l'Agence internationale de l'énergie, le Canada est numéro 1 mondial pour les émissions de gaz à effet de serre par kilomètre pour ses véhicules légers. Donc, ça veut dire qu'on a beaucoup de gros véhicules. Vous le savez, on voit beaucoup de gens qui se promènent en pick-up, en VUS. Mais pour donner une idée à quel point la situation est grave, je veux dire, les émissions de gaz à effet de serre par kilomètre de la flotte de véhicules canadienne, en fait, c'est 50 plus que celle de la France. On est même en avant des États-Unis, pour vous dire à quel point on a beaucoup de travail à faire. Mais bref,
il y a place à l'amélioration. Puis aussi, le parc de véhicules canadien est le plus grand et le deuxième plus lourd parc de véhicules légers au monde. Autrement dit, on peut vraiment prendre un virage vers des véhicules qui sont moins énergivores, vers des véhicules qui consomment moins. Et même si ce ne sont pas des véhicules électriques, à tout le moins prendre des véhicules qui sont plus petits, plus compacts et moins énergivores. Parlons maintenant de pollution atmosphérique. Parce qu'une autre raison pour laquelle on veut adopter la mobilité durable, parce que les gens ont tendance à beaucoup parler de changement climatique, c'est la pollution atmosphérique. Il y a une étude qui a été publiée en mars 2021, donc il y a quelques semaines à peine, par Santé Canada, qui a déterminé que le coût économique total de tous les effets de la pollution atmosphérique sur la santé pour l'année, c'est-à-dire par année, est de 120 milliards de dollars. C'est gigantesque. Les gens ont tendance à oublier l'impact de la pollution atmosphérique, mais ça représente des coûts de santé qui sont immenses. Et puis, il n'y a pas de vaccin pour la pollution atmosphérique et les changements climatiques. Si on se retrouve en pleine pandémie, la situation est difficile, on peut voir une lumière au bout du tunnel avec l'arrivée des vaccins par rapport à la COVID-19, mais il n'y a pas de vaccin pour les changements climatiques. Il n'y a pas plus de vaccins pour la pollution atmosphérique. Cette pollution atmosphérique-là engendre environ 15 300 décès selon l'étude de Santé Canada prématurée, soit 8 fois le nombre de décès liés aux accidents de la route. Elle cause 2,7 millions de jours avec des symptômes d'asthme et 35 millions de jours avec des symptômes respiratoires aigus. Et ça, si on prend l'ensemble de la pollution atmosphérique, il y a des gens qui ont tendance à penser que les industries ont un impact important sur la pollution atmosphérique au Canada. Oui, mais les transports aussi. Par exemple, le transport est une source importante de pollution atmosphérique au Canada. Ça représente 31 des émissions de carbone noir, 33 des émissions de monoxyde de carbone et 41 des émissions d'oxyde d'azote. Si on s'en va au Québec, en fait, selon le ministère de l'Environnement, les transports représentaient, aux dernières données, 62 des émissions totales de polluants atmosphériques de la province. Donc, si on veut diminuer de façon importante le nombre de décès à travers le Canada et à travers le Québec, et aussi les coûts de santé, ben en fait, il faut travailler à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et notre pollution atmosphérique avec des moyens de mobilité qui sont beaucoup plus durables que maintenant, que ce soit avec du transport collectif, du transport actif, de l'électrification des transports ou du télétravail. Je vais faire une petite parenthèse sur le télétravail. En fait, l'organisation Mobilité électrique Canada a des employés et des gens de son conseil d'administration qui sont basés en France, en Nouvelle-Écosse, au Québec, en Ontario, au Manitoba et en Colombie-Britannique. Donc, évidemment, moi, le matin, je ne pars pas pour aller au travail à un bureau. On avait songé à ouvrir un bureau à Montréal, mais on fait à peu près tout maintenant en télétravail, que ce soit l'organisation de réunions, que ce soit des présentations de rapports, que ce soit nos discussions avec les gouvernements, que ce soit du Québec, du Canada, de la Colombie-Britannique, de l'Ontario, etc. Bref, tout ça pour dire que c'est un moyen extrêmement efficace de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Et je vous dirais que la période de congestion, pour moi, entre la maison privée et le travail, bien, ça se résume à 2 minutes, le temps que je passe de la chambre à coucher à la salle de bain, à la cuisine et ensuite au bureau. Donc, il y a un vecteur d'efficacité. Je suis d'accord avec M. Hervieux qui disait évidemment que nous sommes des êtres sociaux, c'est-à-dire qu'on veut se rencontrer, on veut se voir, évidemment. Je ne crois pas que le télétravail va remplacer ou va supplanter tous les modes de travail dans les années à venir, mais ça va constituer une façon de plus en plus importante d'aller travailler. Il y a des sondages qui ressortent, des sondages récents. Il y a un rapport de Mobilité électrique Canada qui va sortir dans quelques semaines qui a déterminé que les gens seraient confortable avec une espèce de mode de travail hybride, c'est-à-dire plus de jours à la maison, mais aussi moins de jours au travail, par exemple à Montréal. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir un mix 2 jours à Montréal ou 3 jours à Montréal et 2 jours au travail ou 2 jours au travail ou 2 jours à la maison ou 3 jours à la maison. Ce qui fait en sorte qu'il y a de plus en plus de gens qui songent, en fait, non seulement qui songent, mais qui sont en train de déménager à l'extérieur de Montréal ou même à l'extérieur des banlieues pour se rendre en région. J'ai des amis qui demeurent en Gaspésie qui me racontent qu'il y a vraiment un marché qui est à la hausse de la demande pour les acquisitions de maisons en Gaspésie, au Saguenay, dans la Nodière, en Mauricie, en Estrie, ce qui fait en sorte que
on peut assister à une revitalisation extrêmement intéressante des régions, mais il faut pour ça être capable d'accueillir les gens avec les solutions, que ce soit pour le télétravail, donc on parle d'Internet haute vitesse qui soit performant, mais aussi pour la mobilité durable, pour que ces gens-là n'aient pas à prendre leur voiture en auto sur l'eau à tout bout de champ lorsqu'ils ont besoin d'aller au marché, au dépanneur, à caisse populaire, à l'école, etc. Donc, c'est pour ça que tout ça est extrêmement important de faire en sorte que le virage en région, dans une région comme la Nodière, puisse être amorcé pendant que les gens sont en train de regarder pour venir demeurer à la Nodière, que ce soit à Joliette, que ce soit à Rawdon, que ce soit à Saint-Félix-de-Valois. Bref, tout ça doit se faire de concert. Parlons maintenant d'électrification des transports, le sujet sur lequel je travaille depuis fort longtemps. On regarde l'électrification des transports au Québec versus au Canada. Mais en fait, le Québec est un peu la Californie du Nord. C'est-à-dire qu'au 31 décembre 2020, on comptait près de 92 000 véhicules électriques. Quand je dis véhicules électriques, on parle de VZD, donc véhicules zéro émission, où on retrouve véhicules 100% électriques, véhicules hybrides rechargeables et véhicules à hydrogène. En fait, ça représente 45 des véhicules zéro émission au Canada pour une population d'à peu près 22 au prorata. Donc, on représente au niveau de l'électrification des transports 2 fois notre poids démographique. En 2020, les ventes de véhicules zéro émission étaient à peu près de 6,8 des ventes totales de véhicules légers au Québec versus 9 en Colombie-Britannique. C'est-à-dire qu'en Colombie-Britannique, ils ont de l'avance au prorata de la population par rapport aux ventes de véhicules zéro émission au Québec. Pour ce qui est du Canada, on est à peu près à 3,5 mais la réalité, c'est que plus de 9 véhicules zéro émission sur 10 au Canada et au Québec, en Colombie-Britannique et en Ontario. Donc, maintenant, nous sommes rendus en avril 2021. Il y a un peu plus de 100 000 véhicules zéro émission au Québec. Et n'eût été de la COVID-19, les ventes de véhicules zéro émission au Québec auraient continué leur progression de vente exponentielle. En 2020, pendant que les ventes de véhicules légers ont diminué de 17 au Québec, bien, celles des véhicules zéro émission ont diminué de seulement 7 Et quand on regarde le marché mondial de véhicules a été vers une diminution des ventes, que ce soit en Europe, en Chine, aux États-Unis, en Corée, au Japon, au Canada. Les ventes de véhicules légers ont diminué à cause de la COVID d'environ 15 à 20 mais il y a des marchés comme celui de la Chine, celui de l'Europe, celui des États-Unis, où les ventes ont augmenté. Elles n'ont pas moins diminué, elles ont augmenté. Elles ont presque doublé même de fait en Europe. Parlons maintenant de la Nodière. Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est dans la Nodière qu'on retrouve le plus de véhicules zéro émission per capita au Québec. C'est-à-dire qu'on peut être fier du fait qu'on est des leaders. D'ailleurs, le 31 décembre 2020, on retrouvait à presque 9 000 véhicules zéro émission sur une population de 515 000 habitants ou 1,94 des véhicules sur la route. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais nous sommes des leaders dans la Nodière. Chose par contre qu'on doit dire, c'est que dans le plan pour une économie verte 2030 qui a été dévoilé l'automne dernier par le gouvernement du Québec, celui-ci vise 1 500 000 véhicules zéro émission au Québec d'ici 2030. Nous sommes présentement à environ 100 000, donc d'ici 2030, 1 500 000, ce qui veut dire qu'on va multiplier par 15 le nombre de véhicules électriques légers au Québec. Donc, au prorata, j'ai fait le calcul, ça veut dire qu'on va passer d'environ 9 000 véhicules zéro émission dans la Nodière en 2021 à 133 000 véhicules zéro émission d'ici 2030. Donc, d'ici 9 ans, on va multiplier par 15 le nombre de véhicules zéro émission, véhicules hybrides rechargeables et véhicules électriques. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir qu'on soit prêt pour accueillir ces véhicules zéro émission, que ce soit au niveau résidentiel, au niveau commercial, institutionnel et gouvernemental. Il faut ajouter à ça que le gouvernement a annoncé qu'il voulait que 55 des autobus urbains soient électrifiés d'ici 2030, 65 des autobus scolaires soient électrifiés d'ici 2030, et en plus, le gouvernement a annoncé qu'en 2035, il n'y aurait plus aucune vente de véhicules à essence neufs. Donc, autrement dit, à partir de 2035, ça ne veut pas dire que les gens vont être interdits de se déplacer avec leur véhicule à essence. Autrement dit, en 2040-45, il va encore y avoir des véhicules à essence qui vont circuler sur les routes du Québec, mais ce chiffre va diminuer de façon importante pour probablement avoir presque un chiffre autour de 0 de véhicules à essence
léger à l'horizon de 2045. Pour ce qui est des véhicules lourds, en fait, le gouvernement du Québec est en train de réfléchir s'il ne devrait pas s'inspirer de ce qui a été annoncé en Californie, à savoir une interdiction de vente de véhicules lourds à essence ou diesel en 2045. Donc, tout ça va demander une planification qui est vraiment importante. En plus, dans l'annonce du gouvernement dans son plan pour une économie verte 2030, le gouvernement a mandaté Hydro-Québec afin que le nombre de bornes rapides, le nombre de BRCC, soit augmenté à 2500 à l'horizon 2030. Présentement, il y a environ 450. Donc, on parle d'une augmentation fois 6, 7. Et la photo que vous voyez là, ce sont 6 nouvelles bornes rapides qui ont été installées à Berthier, du côté nord de l'autoroute 40, près d'où je demeure. Et on a là des bornes rapides de 50 kW et de 100 kW. Mais bref, des bornes rapides comme ça, on va en voir de plus en plus installées sur le territoire grâce au travail extraordinaire que font les gens du circuit électrique et leurs partenaires. Depuis, Hydro-Québec va déployer, en collaboration avec les municipalités et les organismes municipaux concernés, jusqu'à 4 500 bornes standards, donc des bornes de niveau 2, en visant principalement les centres-villes. Donc, si on songe au fait qu'on risque d'avoir de plus en plus de gens qui vont déménager dans la Nodière à cause des effets de la pandémie ou du fait que les gens peuvent commencer à faire du télétravail et demeurer en région plus facilement qu'ils le pouvaient auparavant. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va devoir y avoir une espèce de concertation pour accélérer le déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques sur tout le territoire. Présentement, on a fait un calcul chez Mobilité électrique Canada pour savoir quels seraient les revenus qu'on pourrait entrevoir pour le Québec en 2021 et 2030 en électrification des transports. Et ce qu'on a vu, c'est que si on regarde les chiffres, on parle d'1,5 million de véhicules légers électriques d'ici 2030 au Québec. Ça représente 60 milliards de dollars en vente de véhicules électriques, 4,2 milliards en vente de camions électriques, 3,6 milliards en vente d'électricité pour Hydro-Québec au tarif actuel, donc probablement plus autour de 3,8 à 4 milliards. Mais ça, c'est des ventes supplémentaires qu'elles n'ont pas actuellement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que la première raison qui fait que la balance commerciale du Québec est déficitaire, c'est l'importation d'hydrocarbures. Donc, c'est gagnant-gagnant à tous égards. C'est-à-dire que non seulement on va diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, on va diminuer notre pollution atmosphérique, on va aussi augmenter les revenus d'Hydro-Québec, à tel point qu'à terme, les rabais qu'on donne à l'acquisition de véhicules électriques présentement vont être totalement absorbés par les revenus supplémentaires d'Hydro-Québec et qu'au net, on va être économiquement dans le positif. On ajoute à ça 2,6 milliards en vente d'autobus urbains électriques et il y a des compagnies québécoises comme Novabus, comme Lyon, qui fabriquent des autobus urbains électriques. 1,6 milliard en vente d'autobus scolaires électriques. Encore là, 2 compagnies québécoises, Lyon et Girardin, qui fabriquent ou qui transforment des autobus scolaires électriques ou des minibus électriques. 1 milliard en vente de bornes de recharge résidentielle, 500 millions en frais d'installation de bornes et 215 millions pour des bornes rapides. Donc, on parle de revenus potentiels supplémentaires pour le Québec de 76 milliards en 2021 et 2030. Au prorata de la population, ça représente 4,75 milliards pour la Nodière en 2021 et 2030 en électrification des transports. Là, la question qu'on doit se poser, c'est quel rôle va jouer la Nodière dans cet extrêmement important virage technologique, à part d'être le numéro 1 des propriétaires de véhicules électriques. Parce que quand je regarde le portrait de l'électrification des transports au Québec, on voit que dans les Basses-Laurentides, il y a un développement d'entreprises avec des leaders comme Lyon, comme Novabus. Vous avez certainement entendu parler de la future usine de Tiger Motors à Shawinigan, où on est en train de créer un hub d'électrification des transports dans la région de Shawinigan. Et moi, je me dis, on pourrait peut-être songer à attirer des entreprises dans l'électrification des transports dans la Nodière. Comment doit-on faire pour ça? Je ne sais pas si vous savez, mais il y a un concessionnaire automobile à Rawdon qui s'appelle Bourgeois Chevrolet, qui est le numéro 1 au Canada pour les ventes de véhicules zéro émission depuis des années, qui a fait preuve de leadership. Et alors que lorsque je parle de ça avec des gens ailleurs au Canada, on leur dit, écoutez, le vendeur numéro 1 de véhicules hybrides rechargeables ou 100% électriques
n'est pas un concessionnaire à Toronto, Montréal ou Calgary ou Vancouver, c'est Bourgeois Chevrolet à Rawdon. C'est parce que la volonté de ce concessionnaire-là a fait la démonstration que lorsqu'on veut, on est capable de faire preuve de leadership. Et ils ont démontré, hors de tout doute, que même s'ils étaient un peu plus éloignés des grandes autoroutes, ils ont fait en sorte de devenir des leaders. Donc, comment accroître le leadership de Lanaudière? Bien, moi, je pense que ça prendrait une stratégie lanaudoise en électrification des transports qui comprend les concessionnaires, les municipalités, les entreprises, des leaders comme on a vu avec Dévolution. Moi, je pense que ils doivent faire partie de la conversation et d'un plan. Les commissions scolaires, les sociétés de transport, Hydro-Québec et les autres réseaux de recharge. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont être créés en électrification des transports, beaucoup de revenus qui vont être générés en électrification des transports, et ce serait, à mon avis, une occasion ratée si les citoyens, les élus, les gens d'affaires de la Lanaudière n'en profitaient pas. Une stratégie comme ça de comprendre, évidemment, des propositions pour attirer les joueurs industriels d'ici et d'ailleurs à travailler en électrification des transports dans la Lanaudière. Un programme d'éducation pour les électromobilistes parce que, je ne sais pas si vous savez, mais il y a encore beaucoup de préjugés, de désinformation qui circulent sur l'électrification des transports et des véhicules électriques légers ou lourds. Beaucoup de gens attribuent des défauts que n'ont pas les véhicules électriques. Des programmes de formation et de reformation pour les travailleurs. Ça va être extrêmement important. D'ailleurs, ce matin, il y avait un article dans le Globe and Mail qui parlait justement de ce sujet-là, qui disait que beaucoup de travailleurs du secteur de l'énergie, par exemple pétrole et gaz dans l'Ouest canadien, vont perdre leurs emplois et qu'ils risquent d'avoir un réel problème avec ces gens-là qui ne trouveront pas de travail. Et nous, chez Mobilité électrique Canada, on parle de ça depuis un bon bout de temps, à dire qu'il faut en mettre en place des programmes de formation et de reformation pour les travailleurs qui risquent de perdre leurs emplois pour qu'ils soient capables de se reformer. Non seulement pour que ces employeurs-là, que ces employés-là aient des emplois de qualité, bien payés et d'avenir, mais aussi pour faire en sorte que les compagnies qui travaillent en électrification des transports puissent avoir du personnel qualifié parce que, M. Hervieux en parlait tout à l'heure, le personnel qualifié, présentement, nous sommes en pleine pandémie, puis il y a déjà une pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs de l'électrification des transports et des hautes technologies. Donc, si on veut faire en sorte de bien faire ce virage-là et d'être capable de créer des emplois plutôt que d'être en manque de personnel et de ne même pas être capable de répondre aux commandes qu'on va avoir, bien, il faut faire en sorte de penser à la formation et à la reformation des travailleurs. Moi, je peux vous en parler parce que j'ai été le premier formateur agréé en électrification des transports au Québec. Et on a beaucoup aidé. Par exemple, j'ai travaillé à l'époque où j'étais en Montérégie, les concessionnaires de la région de Saint-Hyacinthe, pour faire en sorte que les employés des concessionnaires, que ce soit les mécaniciens, les vendeurs, les gens qui travaillent à l'administration, puissent comprendre ce qu'est un véhicule électrique, comment on utilise un véhicule électrique, les meilleures façons d'avoir un mix, un cocktail de transport qui soit intelligent, qui soit optimal. Et tout ça, ça demande des programmes de formation. L'éducation pour les électromobilistes, moi, j'ai travaillé avec l'AVEC pendant des années. J'ai même été membre du CA de l'AVEC. Et les gens de l'AVEC font un travail colossal pour faire en sorte de démystifier les véhicules électriques auprès des consommateurs, des citoyens. Et cette idée voulant qu'il faut demeurer en ville pour avoir une voiture électrique, c'est même quelque chose que j'ai entendu du président de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, qui disait que 80 des véhicules électriques sont à Montréal et à Québec. En fait, c'est faux. 75 des véhicules électriques qu'on retrouve au Québec sont à l'extérieur de Montréal et à l'extérieur de Québec. Donc, ils sont soit en banlieue, en région rurale, dans des villes comme Joliette, comme Trois-Rivières. Bref, moi qui demeure à Saint-Ignace-de-Loyola, je vous dirais que sur ma petite rue, sur 12 véhicules, il y en a 4 qui sont électriques. Et je connais des gens qui restent au Saguenay, je connais des gens qui restent en Gaspésie, je connais des gens qui restent dans la Beauce. Bref, l'électrification des transports est quelque chose qui peut se pratiquer à peu près partout, une fois qu'on a compris ou qu'on est passé outre les préjugés. Évidemment, ça prend des programmes d'autopartage et de covoiturage électrique. Ça, c'est une chose qui est extrêmement importante et c'est en train de se développer, comme on l'a vu avec la présentation qui a été faite par Gabriel tout à l'heure. Puis en plus de ça, parce que je ne l'ai pas mentionné ici, c'est que là, il y a même un programme qui s'appelle EUROUL, d'écoles de conduite électrique. C'est-à-dire que c'est des écoles de conduite qui adoptent des véhicules électriques pour aider ceux qui arrivent comme nouveaux consommateurs, comme nouveaux automobilistes, à devenir des électromobilistes.
Et je pense qu'il y a un travail important qui est fait de ce côté-là. Je félicite le gouvernement du Québec pour ça. Ça prend évidemment des plans de déploiement d'autobus urbains et scolaires électriques sur tout le territoire. Et je vais vous dire, autant il y a une transition à faire au niveau de la compréhension de ce qu'est une voiture électrique, il y a aussi une transition à faire pour ce qui est de l'utilisation, de l'entretien, de la conduite des autobus urbains électriques et des autobus scolaires électriques. Une fois qu'on l'a apprivoisé, ça se passe très bien, mais il faut savoir qu'il y a une différence. C'est un peu comme si quelqu'un disait, je veux m'acheter un bateau, j'ai jamais fait de voile, j'embarque sur l'eau et je n'ai rien compris des règles nautiques. C'est un autre monde, il y a des habitudes différentes, d'autres façons de faire, mais une fois qu'on a compris ça, ça va très bien. Évidemment, ça va prendre des plans pour l'installation de bornes de recharge sur tout le territoire, dont les sentiers de motoneige. Parce que Lanaudière est un endroit où la motoneige est très populaire, très utilisée. Vous savez peut-être qu'il y a 200 000 motoneiges immatriculés au Québec présentement et que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que chaque motoneige moderne, s'entend, pollue au niveau des émissions polluantes l'équivalent d'à peu près 40 voitures modernes à essence. Donc, si vous faites un calcul, 200 000 fois 40, ça fait comme si on avait un parc au niveau des émissions polluantes de 8 millions de voitures supplémentaires. Heureusement, il y a des compagnies comme Tiger Motors, dont je parlais tout à l'heure, qui va ouvrir son usine à Shawinigan, et BRP, qui a fait une annonce récemment, qui disait qu'ils voulaient transformer leurs véhicules récréatifs, que ce soit motoneige, motomarine, etc., en motorisation électrique. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on va s'en aller de plus en plus vers des véhicules récréatifs pour aller dans les terrains, dans les randonnées de motoneige qui vont être électriques. Pour faciliter ça, ça va prendre exactement la même chose qu'on a fait pour les routes avec les voitures électriques. C'est-à-dire qu'il va y avoir des bornes de recharge qui vont être nécessaires sur le territoire pour les sentiers de motoneige, pour les haltes, par exemple. Et ça, c'est des choses dont je parle avec des gens qui sont membres de Mobilité électrique Canada, dont Tiger Motors et dont d'autres, mais ça va faire partie de l'avenir touristique de la Lanaudière. C'est-à-dire que si on peut avoir un réseau dans la Lanaudière de motoneige électrique avec des bornes de recharge à des postes où les gens arrêtent, ça pourrait devenir une plus-value extraordinaire parce qu'il n'y a personne au monde qui a fait ça à date. Ah, c'est bloqué. Ah, voilà. Donc, en mars 2021, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, j'étais à cette conférence de presse. La compagnie Électrique Lyon a annoncé la construction prochaine d'une usine de batterie avec 2 députés de la Lanaudière. Et oui, François Legault, premier ministre du Québec, et Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Innovation du Québec, qui sont deux ministres et 2 députés de la Lanaudière. Donc, ça veut dire qu'on a des Lanaudois qui sont extrêmement impliqués en électrification des transports, en la personne du premier ministre du Québec et du ministre de l'Innovation, M. Fitzgibbon. Bien, la question que je pose, est-ce que Lanaudière pourrait attirer une compagnie comme Lyon? La question est ouverte. Une chose est certaine, c'est qu'on veut attirer, on veut faire en sorte de devenir non seulement leader parmi les propriétaires de véhicules électriques, mais on pourrait attirer des entreprises de haute technologie en électrification des transports, d'autant plus qu'on sait, il y a dans le marché, il y a une stabilité, à savoir qu'on sait déjà que si on s'en va vers 1,5 million de véhicules électriques sur les routes du Québec en 2030, donc on s'en va vers 2500 bornes rapides au Québec d'ici 2030. On sait qu'il va y avoir 100% de vente de véhicules zéro émission d'ici 2035. Donc, le marché, les entreprises sont capables de prédire, sont capables de dire on peut investir au Québec parce qu'il y a une volonté de développer l'électrification des transports. Donc, considérant le fait que la Mauricie a pris une certaine avance, que les Basses-Laurentides aussi y travaillent, qu'en Montérégie, il y a du travail qui se fait de ce côté-là. Moi, je considère que la Lanaudière aurait tout à gagner à développer un plan lanaudois en électrification des transports, d'autant plus qu'il y a une volonté aussi bien de la part des élus, comme on l'a vu, que des entreprises privées, que du Conseil régional de l'environnement. Donc, il y a là une opportunité extraordinaire pour la Lanaudière, à la fois pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, les émissions polluantes et créer des emplois de qualité pour les générations qui nous suivent, les générations futures, qui vont dire, bon, on n'a pas besoin de s'en aller rester à Montréal, on n'a pas besoin de s'en aller loin, on n'a pas besoin non plus d'être confronté à la pollution atmosphérique et au changement climatique parce qu'on va travailler dans des emplois qui sont à la fois intéressants d'un point de vue de l'avenir du Québec et de l'avenir de notre environnement, mais aussi parce que ça va être des emplois payants.
Donc, en conclusion, si tous les hommes et les femmes de tous les secteurs de la Naudière travaillent ensemble pour faire de notre région un leader en électrification des transports et en mobilité durable, bien, ses habitants pourront voir l'avenir avec espoir pour leurs enfants et petits-enfants, comme je le disais tout à l'heure, aussi bien pour des raisons écologiques que des raisons économiques. Et j'ai un livre, en profiter, faire une petite plug. J'ai un livre qui sort pour le Jour de la Terre le 22 avril 2021, donc dans 2 semaines à peine. Il s'appelle Le Guide pratique de la voiture électrique et plus. Pourquoi? Parce qu'on parle évidemment d'informer les gens sur ce que sont les véhicules électriques. Il y a toute une section à la fin où on parle des opportunités d'affaires, on parle de l'avenir économique du Québec à travers l'électrification des transports. C'était Daniel Breton, président de Mobilité électrique Canada. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Breton. Alors, j'espère que les personnes qui écoutent vont pouvoir saisir ces opportunités. Vous tendez de belles perches. J'ai entendu usine de batterie à venir peut-être. Les motoneiges, en effet, c'est un bon filon à exploiter aussi. Puis oui, c'est ça, les camions légers font fureur aussi. Alors oui, il y a beaucoup de choses à réaliser. Ça prend aussi probablement des actions gouvernementales pour aider en ce sens. On peut en attendre du gouvernement, on peut aussi agir, je pense, en tant qu'MRC et en tant que municipalité. Donc, vous avez de quoi, en tout cas, vous inspirer aujourd'hui en tant qu'MRC, municipalité, entreprise, citoyen. Donc, merci beaucoup, Monsieur Breton, pour cet exposé très informatif et en mode solution. Ça fait plaisir.